Voilà, nous allons reprendre nos travaux avec encore 2 communications ce matin sur cette problématique contemporaine autour de l'âme et avec en premier lieu Pascal Marin, donc que lui aussi vous connaissez bien puisqu'il est lui aussi professeur ici, donc professeur de philosophie et doyen de la faculté de philosophie. Ses recherches donc en philosophie contemporaine portent sur les conditions de possibilité d'une anthropologie philosophique dans le contexte de l'intelligence artificielle et des transhumanismes. Il a récemment coordonné un dossier de Théophilion sur le naturalisme et ses critiques, et puis publié un petit livre intitulé « Le robot et la pensée, contre-philosophie de l'homme-machine ». Voilà, donc j'ai donné comme titre directeur à mon propos de l'âme du langage, la parole, considération sur l'existence vulnérable. Donc je veux rejoindre le thème du langage et réenvisager l'âme aujourd'hui dans la dimension de la parole, mais en venir à la parole à partir du contexte actuel d'effacement de l'humain dans le vivant et la machine. Et c'est là un fait de mentalité ambiante, par tous les savoirs qui donnent le ton, qui ont le vent en poupe dans cette culture de haute modernité technique, dans les sciences, mais aussi dans les représentations communes. Nous le savons bien, l'homme et le vivant se voient actuellement reconduits au sans-vie de processus physico-chimiques. Ainsi, donc, je voudrais partir d'une illustration. La vision qu'en donne un éminent spécialiste français de l'intelligence artificielle, qui est pionnier dans les recherches sur l'apprentissage profond, qui est Yann Lequin, dans une monographie parue en 2019 chez Odile Jacob, « Quand la machine apprend, la révolution des neurones artificiels et l'apprentissage profond ». Alors, quoi qu'il en soit, des réalisations tout à fait étonnantes de l'apprentissage profond, l'auteur, Yann Lequin, reconnaît que l'intelligence artificielle, dans ses configurations actuelles, qui mobilise des mécanismes aveugles, dépourvus de compréhension, de sens commun, de sens, de concept, ces IA n'ont d'intelligence au sens humain du terme que le nom, et ne parviennent qu'à une très pâle imitation de l'intelligence humaine. Mais justement, propose Yann Lequin dans son livre, l'avenir de l'IA ne peut en rester, dit-il, à l'imitation de l'humain et du vivant. Ce qu'il faut inventer à présent, c'est, dit-il, une véritable science de l'intelligence dans toutes ses formes naturelles et artificielles. Et tout comme l'aérodynamique est parvenue à expliquer aussi bien le vol des oiseaux et des insectes que celui des avions, de même, une théorie de l'intelligence pourra établir, je cite, « les mécanismes sous-jacents et les principes à l'œuvre dans l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle ». Fin de citation. Et je trouve que cette position est très clarifiante parce qu'elle s'apparente au projet d'un courant de la philosophie contemporaine qu'on appelle philosophie de l'esprit, l'esprit au sens empiriste anglo-saxon de « the mind », une philosophie qui considère l'esprit comme une entité à trouver en l'homme, mais aussi partout dans le vivant, et encore dans les logiciels et tous les systèmes d'intelligence artificielle. Et cette similarité dans la projection, entre le propos de Yann Lequin et la visée de cette dite philosophie de l'esprit, ça révèle, en fait, semble-t-il, la teneur autre que scientifique de ce propos, même si le savant n'a pas idée qu'il ferait de la philosophie sa teneur philosophique, et d'une philosophie de facture naturaliste, c'est-à-dire qui ramène tout l'être et tout le connaissable à ce que les sciences de la nature peuvent nous en dire. Et puisque ces sciences, elles se développent depuis longtemps sous paradigme physico-chimique de la matière,
eh bien, dans leurs opérations, la frontière de l'animé et de l'inanimé s'abolit, le sens du vivant s'efface et s'efface, a fortiori, le sens de l'humain en son vivre. Francis Wolff, un philosophe qui résiste à ce qu'il appelle le postulat naturaliste, gagne, je pense, à être entendu ici, je le cite, « Selon le postulat naturaliste, il n'y a pas d'essence de l'homme, l'esprit peut être inscrit sur n'importe quel support, qu'il soit organique, le cerveau d'un être vivant, ou informatique, le processeur d'un ordinateur. » Fin de citation. Il n'y a pas d'essence de l'homme, il n'y a pas cet essentiel humain qu'on a appelé âme ou esprit, ou si âme ou esprit il y a, ça n'est rien de spécifiquement humain, ça se trouve partout dans le vivant et dans la machine. Et je reviens à Yann Lequin qui s'est justement prononcé sur l'âme lors d'une interview en 2019 pour le magazine La Croix Hebdo, où il a déclaré, je cite, « L'homme est une machine, je n'ai aucun doute là-dessus. L'âme est un sujet qui vous intéresse à La Croix Hebdo, mais pour moi, elle est un logiciel d'ordinateur que l'on peut télécharger ou pas. » Fin de citation. Donc, exit l'âme dans l'ambiance naturaliste de la culture. Alors, comment lui rendre sens en ce contexte? Et s'il faut redonner consistance de pensée à l'âme, c'est pas par nostalgie de ce qui n'aurait plus lieu d'être, mais c'est que les humains sont toujours là, dans leur existence énigmatique, pensante. Et comme le suggère encore avec beaucoup de bon sens le philosophe Francis Wolff, si on voit plus ces vivants très spécifiques dans l'objectivité de la matière, c'est qu'ils sont bien cachés, invisibles derrière les appareils, occupés à prendre la mesure de cette objectivité. Et je veux m'appuyer encore ici sur la vision du monde du chercheur en intelligence artificielle, sur sa philosophie, et justement, dans la monographie que j'ai déjà mentionnée, Yann Lequin lance un défi aux philosophes, et aussi, il dit, à ceux qui ont la foi, et un défi qui engage le statut, machinique ou non, de la pensée ou de l'esprit. Je cite Yann Lequin, « La plupart des scientifiques acceptent aujourd'hui l'idée que le cerveau est une machine biochimique, une machine compliquée, certes, mais une machine. Un neurone réagit par signal électrique à ses entrées. Le mécanisme est assez basique, mais en combinant l'activité de milliards de ces éléments relativement simples que sont les neurones, on obtient le cerveau et l'esprit humain. J'ai conscience que l'idée de modéliser le cerveau de l'homme peut faire bondir certains philosophes ou ceux qui ont la foi, mais nous sommes nombreux parmi les scientifiques à penser que les mécanismes de la pensée seront à terme reproductibles par les systèmes d'intelligence artificielle. » Fin de citation. Alors, la philosophie, celle qui cultive encore le sens du vivre humain, est-ce qu'elle est mise en difficulté par la modélisation machinique du cerveau, comme le suggère ici Yann Lequin? Ben, je dirais non. Et pourquoi le serait-elle? Le cerveau est un organe doté d'une structuration interne qui peut bien se modéliser selon un schème mécaniste. Toutefois, cette modélisation machinique du cerveau, ça n'implique pas pour autant une toute autre idée qui est subrepticement introduite dans cette position, l'idée selon laquelle le cerveau serait le producteur autonome de l'esprit humain ou de la pensée. Ce à quoi la philosophie se doit de résister, c'est à l'identité pure et simple affirmée ici entre le fonctionnement cérébral et l'esprit, entre le cerveau et la pensée. Comme l'avait dit Paul Ricoeur, le philosophe, dans sa célèbre conversation avec le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, il avait dit « Mon cerveau ne pense pas, mais tandis que je pense, il se passe toujours quelque chose dans mon cerveau. » Fin de citation. Certainement, pour se réaliser en telle ou telle pensée, l'esprit doit sans doute en passer par le cerveau. L'esprit mobilise la machinerie cérébrale, mais cela ne contraint pas à en conclure pour autant que la machine agirait par elle-même,
qu'elle serait autonome? Est-ce qu'il ne faut pas qu'une intention, un vouloir penser quelque chose anime le dispositif des connexions neuronales? Et ce que des neuroscientifiques nous ont appris, je me réfère en particulier au livre de Jean Mariani et Daniel Trich, paru en 2018, sous le titre éloquent « Ça va pas la tête », c'est qu'un cerveau, dans la configuration singulière de ses connexions neuronales, est un organe éminemment personnel. Si au plan macroscopique, tous les cerveaux sont identiques, au plan microscopique, des connexions neuronales, le cerveau de l'un n'est pas le cerveau de l'autre. De ce point de vue, mon cerveau, c'est moi, il est mien. Et de plus, une personne étant un vivant éminemment historique, le cerveau épouse cette historicité en organe doté de grande plasticité temporelle. Un cerveau se constitue biographiquement, il conserve dans ses connexions neuronales la mémoire des comment, de la mise en acte par quelqu'un de toute cette machinerie cérébrale à configuration personnelle. Pourrait éclairer cette différence du cerveau et de la pensée entre participe passé et participe présent, la distinction de la pensée pensée, celle qui a été pensée, et de la pensée pensante, celle en acte de pensée. Le cerveau dépositaire de la pensée pensée vient dans sa constitution toujours après la pensée pensante. Et la différence du cerveau et de la pensée se révèle alors invincible puisqu'elle émane du plus irréductible de la réalité, cette différence du présent et du passé qu'on appelle le temps. Et c'est là, m'appuyant sur ce fond résistant de l'invincible différence du temps, que j'en arrive au langage. Alors pourquoi le langage? En matière de critique des idéaux de l'homme-machine, dans l'emphase d'une philosophie naturaliste qui se veut empirique, il est préférable, je pense, d'être concret et le plus factuel possible. Or, personne n'a jamais vu la pensée, ou l'esprit, ou l'âme. Par contre, là où il y a l'humain, on entend des personnes parler. Et dans le langage, l'irréductible écart de la pensée pensante et de la pensée pensée s'atteste comme différence de la parole et de la langue. La langue, avec son lexique et sa syntaxe, est l'instance de structuration du langage. C'est le cerveau du langage. Sa machinerie gravée, inscrite, à même le dispositif cérébral. Pour penser, il faut un cerveau. Pour parler, il faut une langue. Mais si un cerveau ne pense pas par lui-même, une langue de même ne parle pas toute seule. Elle ne dit rien à quelqu'un dans une situation du monde sans une personne qui la parle. Fabrique toujours active des langues, la parole est originaire au langage. Et pourtant, et en raison sans doute de cette originarité, elle reste, la parole, invisible au monde, cachée par la matérialité des signes et le sens des formations de langue. Dans un écrit sur le langage, le philosophe Maurice Merleau-Ponty avait dit « Tout effort pour fermer notre main sur la pensée qui habite la parole ne laisse entre nos doigts qu'un peu de matériel verbal. » Fin de citation. Cette difficulté à saisir la parole, elle se renforce en contexte actuel du naturalisme, du fait d'une théorisation tout à fait à côté des enjeux de vie de la parole. Voilà qu'à présent, l'humaine parole se voit réduite à un mode de la communication biologique. Or, si la parole est vie, si elle est principe d'animation du langage, si elle est son âme, bien loin d'être un supposé canal de communication, elle fait d'abord et avant tout surgir à profusion des univers de sens. Et cette puissance de création de la parole, souvenons-nous qu'elle est attestée à l'ouverture du récit biblique, qui en fait même une marque du divin en l'homme, image et ressemblance, par l'octroi à ce drôle de vivant d'un ferment
de la parole divine, puisque le premier acte, nous le savons, de l'existence humaine dans le récit biblique y est d'appeler tous les vivants à venir à la lumière du sens en leur donnant un nom. Concevoir l'âme au prisme de la parole, voilà donc une voie vers l'âme au temps de son exil, hors champ d'une civilisation qui en perd le sens. Mais l'âme, alors, s'y révèle sans doute autre qu'à travers l'histoire des doctrines de l'âme. Elle y porte singulièrement, et c'est assez logique, anthropologique, le visage de l'humain. Récusant le dualisme de l'âme et du corps, l'âme parlante est tout à la fois sensée, tissée de sens, structurée en concepts, mais voix, présence, visuelle, elle est aussi sensible. Elle atteste l'enracinement de l'idéalité dans la sensibilité et que l'esprit est éminemment qualitatif, qu'il est incorporé. Quant à la temporalité, contestant l'idée de permanence, de subsistance, de stabilité de l'âme, l'âme-parole est prise dans l'intrigue d'une histoire. Elle n'est réelle qu'au présent. Mais dans l'ici et maintenant de sa parole, comme l'avait bien compris saint Augustin, au livre 11 des Confessions, un sujet récapitule au présent par la mémoire et dans l'attente la teneur spirituelle de son existence. Et quant à l'existence, la parole faisant toujours événement entre une bouche et une oreille, vue dans la dimension de la parole, l'âme se révèle dotée d'une essence interpersonnelle. L'âme-parole bat ainsi au rythme d'une vie avec les relations qui la tissent, entre confiance et séduction, entre témoignage et mensonge, entre alliance et trahison. Toujours située quelque part entre le bien et le mal, la parole peut porter à l'existence toutes les tonalités de l'éthique, dans les péripéties et la continuité fondamentale d'une vie tendue comme un arc entre naissance et mort. Et la parole donne à percevoir à la surface de la voix et des mots l'épreuve au présent de cette natalité et de cette mortalité. Épreuve qui tient ensemble la force de ce qui naît et la faiblesse d'une vulnérabilité où la mort déjà se signale. Cette épreuve contrastée de l'esprit que la philosophie a appelée la finitude de l'existence. Par là, je pense que rechercher l'âme dans le champ de la parole, ça peut démarquer des conceptions misérabilistes de la finitude qui ne voient en elle que limitation, déchéance, contradiction apportée à la vie. Une mécompréhension de la finitude qui est commune, me semble-t-il, aux doctrines transhumanistes, qui forment le projet d'en délivrer l'humanité et d'atteindre par la technique à une existence invulnérable, perpétuelle. La parole, elle, nous révèle tout autrement la finitude comme l'origine paradoxale des plus hauts pouvoirs de l'esprit. Dans une pensée d'inspiration biblique, Hegel l'avait déjà bien dit, au foyer actif de l'existence de celui qui se sait mortel, même s'il refuse ce savoir, même s'il n'y croit pas, la mort est cette puissance de négativité qui, en lieu et place des choses, fait surgir les mots et les actes à la vie de leur sens. Ainsi, la mort est-elle paradoxalement anthropogène, avait commenté Alexandre Kojève, un lecteur de Hegel. L'âme-parole se révèle ainsi hantée par la mort, mais il n'y a là rien de morbide. Elle atteste plutôt cette vie, plus que biologique, vie de l'esprit qui advient en nous, mais que nous ne savons pas dire. Ainsi, je conclus, considérée au prisme de la parole, hier comme aujourd'hui, l'âme porte le visage de l'humain, mais l'humain dans son énigme ou son mystère comme un point d'interrogation